Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission plébiscitée par le monde entier que même les Américains nous envient, dans laquelle on va à la rencontre des superstars de la pop culture qui font vivre la bande dessinée par leur travail. Et si je suis si laudatif aujourd'hui, c'est parce que j'ai le plaisir de poursuivre cette édition 2025 des bilans de l'année et perspectives 2026 en compagnie de Run, fondateur et directeur éditorial du label 619 qui continue de vivre de grandes aventures chez Rue de Sèvres. Salut Run, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé dans ce podcast. Salut Arnaud, dis donc on est bien là, c'est cosy je trouve. Oui, tu vois, en fait, à chaque fois que tu viens sur Paris, j'essaie de t'emmener dans un endroit différent. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui s'intéressent au contexte d'enregistrement de ces podcasts, on est dans une petite salle, dans un alcôve d'un restaurant. On s'est séparé du reste du monde par un énorme rideau de velours pourpre. Ouais. Donc c'est très, voilà, il y a des tableaux un peu baroques, un peu des photographies d'époque, j'ai l'impression. Donc c'est un peu runcore quand même. Ouais, ça fait un peu cabinet de curiosité. C'est ça. C'est sympa. Quelque part, tu es un petit peu la curiosité de ce cabinet aussi. Donc je suis ravi de te retrouver en tout cas dans ce podcast. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Très bien. Tout simplement. Voilà, très laconique, c'est le Run que l'on connaît. Voilà. Donc bien entendu, dans le cadre de ce podcast, l'idée c'est toujours de revenir un petit peu sur l'année écoulée. Donc en l'occurrence, il s'agit cette fois de faire le bilan de 2025. Et d'abord, je commence toujours par te demander un peu ton ressenti général sur cette année. Moi, je m'étais noté que c'était une petite année entre guillemets en termes de nombre de sorties. Ouais. On verra après que par contre pour les sorties en question, c'était pas du tout une petite année. Mais voilà, comment est-ce que tu fais un petit peu le bilan là en décembre? Là, t'as tout dit, hein. On n'a pas sorti énormément de titres, mais je crois que lors du bilan 2024, j'avais prévenu, hein, il me semble. J'avais déjà dit, donc ça, c'est pas une surprise. Comme tu le sais, il y a eu quand même des choses particulières dans la vie privée des uns des autres qui ont fait que aussi ça a pas été en la faveur du suivi de projets ou de la signature de certains projets, etc. Donc écoute, voilà, il y a pas de surprise par rapport à ça. Par contre, comme tu dis, en termes de tirage, là, on a un tirage record, quoi, qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'est celui de Silent Jenny, qu'on a tiré à 150 000 exemplaires. Dis-toi bien, 150 000 exemplaires, c'est des 36 tonnes plein à rabord. Je sais pas combien, je crois qu'il y en a 15, un truc comme ça. Bon, bref. Mais ouais, ça, par contre, c'est une grosse sortie. C'est notre plus grosse sortie depuis le début du label 619. Ouais, parce que j'allais même dire, est-ce que en termes de tirage, non, parce qu'en termes de tirage cumulé, vous avez peut-être déjà, peut-être qu'un des précédents de Mathieu, ou je sais pas s'il y a un autre précédent ouvrage qui tout exemplaire confondu a déjà atteint un chiffre aussi élevé. Alors, la dernière fois que j'avais regardé les chiffres sur Carbone et Silicium, je crois qu'on était autour de 130 000, je crois, un truc comme ça, cumulé, tu vois, donc on doit approcher. Mais ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et par rapport au fait que effectivement que les aléas de la vie peuvent jouer forcément sur la planification de projet ou leur avancée, tout ça, c'est quelque chose de toute façon dont tu as l'habitude en fait malgré tout. Oui. Après bientôt 20 ans de l'APL 619, j'ai envie de dire que c'est quelque chose auquel tu es habitué, donc c'est pas non plus quelque chose qui te met pas forcément en stress par rapport à non, parce que je sais que ça fait partie des aléas entre guillemets du label. Et puis moi, tu sais, c'est toujours ce que je dis, hein, je préfère qu'on fasse peu et bien que produire pour produire. En fait, ça n'a aucun sens dans l'idée. Quand on produit, on voudrait quand même être derrière les auteurs un maximum pour pouvoir les aider, etc. Surtout quand c'est des auteurs débutants. Donc non, c'est bien comme ça. Et puis là, tu vois, l'année 2026, il y a quand même pas mal de choses dont on va parler, mais petite année 2025, grosse fin d'année avec la sortie de Silent Jenny, et puis on continue, quoi. Trop bien. Mais justement, puisqu'on n'a pas parlé de Mathieu Bablet très rapidement juste là pour Silent Jenny, c'était quand même aussi son retour dans les librairies en début d'année avec Shin Zero, donc son projet avec Blackie, Guillaume Saint-Gelin, et qui confirmait aussi, qui renouvelait cet esprit du format hybride avec ses albums en 15-21, donc manga grand format. Perfect Edition, on va dire. Voilà, les Perfect Edition que tu avais déjà proposé avec Jaune. Comment ça, t'as ressenti un petit peu justement sur ces questionnements qu'on a souvent eu sur le placement des bouquins, sur leur réception par les différents types de lectorat. Moi, je jette l'éponge sur ces questions-là maintenant, mais je t'avoue. C'est-à-dire que on n'en débattra plus. Shin Zero, je m'étais dit bon, là s'ils ne mettent pas en manga, je comprends plus.
Parce que les excuses données pour Jaune, c'était que c'est un slasher. Un slasher, c'est américain. Ça se passe en Amérique du Nord, donc ils voyaient pas trop le lien avec le manga. Il y avait des pages couleurs, c'était pas dans le sens de lecture, etc. Bon, bref. Là, maintenant, on arrive avec Shin Zero, dont l'ADN est quand même assez proche du manga. Je veux dire, en tout cas, de la culture asiatique, japonaise. Tu vois, les Sentai, etc. Ben non, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de librairies qui me rangeaient encore en comics. Ah, en comics quand même. C'est fou. Bah ouais. Donc voilà, mais là je viens d'enregistrer une petite vidéo avec Ben Nevert et il me disait que tu oses. Tu me fais des infidélités. Non, comme mais c'est ça, une vidéo. C'est pas un podcast. Alors ça va. Et d'ailleurs, j'étais bien mal à l'aise parce qu'il fallait être concis et je suis incapable d'être concis. Donc, j'ai ma voix trembloter. J'ai trouvé que c'était catastrophique. Ils m'ont dit que ça allait aller. Mais en tout cas, il me disait que lui, dans la librairie, là, à Saint-Ouen, là. Ouais, Ducks and Ducks, très bonne librairie. Et ben, Jaune et Shin Zero étaient rangés en manga. Donc, tu vois, c'est vraiment selon les libraires, en fait. Donc, j'ai laissé tomber pour tout dire. Je sais que là, il y a un bouquin qui est sorti sur les mangas français. Oui, j'ai vu passer 30 ans de mangas français. Bon, bah, tu vois, c'est bien parce que Shin Zero, Jaune sont dedans. Ok. Donc, et The Blazer aussi, notre premier titre sorti avec Freak Squill est dedans aussi. Donc, d'ailleurs, on est en discussion actuellement avec Raph pour rééditer peut-être. Éventuellement, ouais. Alors, je sais qu'elle est en discussion peut-être avec un autre éditeur aussi. On va voir. Mais parce que c'était une tannée de les retrouver même sur Vinted et tout. Ils sont vraiment pas très disponibles. Quoi. Ouais, je sais, ouais. Mais c'est vrai, oui, c'est le bouquin, je crois que c'est de Nathaniel Bentoura qui. Ouais, c'est ça. Qui est sorti. Qui était venu chez moi une fois, mais pas pour un podcast avec moi, mais ouais, que je vois bien le bouquin dont tu parles. Donc la confirmation de ce format. Ensuite, en 2025, on a eu Cloud tome 2. Donc là, j'ai l'impression que la série de Florence suit son cours tranquille là-dessus. Suit son cours tranquille, mais avec un bouleversement qui va arriver au tome 3. Ouais. Toi-même, tu sais. Alors moi, toi-même, t'es pas d'accord. Moi, je le sais, voilà. Donc moi-même, je sais, mais je sais pas si tu voulais en parler maintenant ou plus. On peut en parler ultérieurement, t'inquiète. Ou plus tard, mais c'est vrai qu'il abat, en tout cas, c'est vrai que il abat quand même son travail de façon toujours régulier. C'est un soldat, Florent. De toute façon, c'est un mélange entre un soldat et une machine d'impression. Ouais, ce qui est d'autant plus qu'en plus il aime se battre vraiment quoi, en portant des armures et des. En plus. Parce que c'est cette année qu'il est allé voir l'auteur de Vinland Saga déguisé en viking ou non, c'était pas cette année. Oui. À Angoulême. Oui, en fait, c'est d'ailleurs, on en parle très peu dans les médias, mais c'est une des raisons pour lesquelles le festival n'aura pas lieu cette année. C'est à cause de Florent qui était déguisé en viking dans les rues. Hein. Ah, il a fait peur à tout le monde. Il a effrayé tout le monde. Il a traumatisé les auteurs japonais. Non, et puis aussi dans le reste du programme, on a eu Slum Kids tome 2, donc le retour de Petit Rapace qui est sorti au courant de l'été, enfin donc début de l'été, donc c'était le 4 juin 2025. Et on sait que les sorties estivales, c'est pas forcément toujours l'idéal parce que t'as le creux des vacances. Alors là, juin c'est un petit peu en amont, mais t'as toujours le creux des vacances qui arrive juste après. Et en même temps, placer un album d'un jeune auteur dans une rentrée littéraire BD qui était surchargée en septembre, c'est aussi compliqué. Puis en octobre, vous aviez votre propre monstre Silent Genie. Donc comment on gère ce genre de sortie? Moi, c'est un créneau que j'aime bien. Moi, pour tout dire, je voulais que Mutafukaz, en tout cas MFK2 tome 1, sorte à ce créneau-là. Je trouve que, tu sais, ça ouvre les vacances d'été et tout. Il y a débat sur fin août. Je sais que pendant un moment, fin août, c'était le créneau de Mathieu. Ces deux principaux projets précédents étaient sortis fin août. Et visiblement, c'était à l'époque Média Diff. Nous disait que c'était une bonne date parce que justement, les gens commençaient à rentrer et voilà. Donc maintenant, Silent Genie, on l'a sorti en octobre. Non, juin non, il n'y a pas de problème particulier par rapport à cette date-là. Je te dirais en plein mois de juillet, ouais, effectivement. Mais là, non, début juin, c'est bien. Moi, comme je te dis, c'est une date que je voulais pour MFK2. Maintenant, oui, Slum Kids, effectivement, c'est un projet, on le sait, hein, qui est niche. Hein, c'est un peu comme Mutafukaz, tu vois, qui est très connoté comics pour les gens. Encore une fois, pour une raison, qui est propre à je sais pas quoi en fait, parce que je sens beaucoup l'influence quand même
manga dans Slum Kids. Malgré tout, le fait que ce soit ce format-là, plus la couleur, à mon avis, voilà. C'est très connoté comics, mais... Plus le contexte de favela, enfin de décharge à ciel ouvert, qui évoque aussi un imaginaire avec les gangsters, les truands. Mais ouais, en fait, dans une autre version de ce podcast, tu disais que Slum Kids, que Petit Rapace, t'avais appelé ton papa, de façon imagée, et que t'aurais préféré Grand Frère. Mais ça, c'est plus toi qui décides. Mais dans ce sens-là que moi je comprends totalement ce genre un peu de filiation qu'on voit entre son travail et le tien dans l'esprit, tu vois, très quand même jeune paumé dans un univers violent. Peut-être. Donc en tout cas voilà, là il est en train de bosser sur son tome 3 avec des petites ruptures graphiques dont on a discuté, donc qui vont peut-être d'ailleurs l'amener à faire peut-être un format manga sur son titre, sur le titre suivant. Donc je parle pas de Slum Kids 3, sur le titre après Slum Kids 3. Ouais. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est moi vraiment Simon, pour moi, c'est un auteur avec énormément de talent en devenir. Hein, tu vois, il faut, on va continuer à le pousser. Voilà, c'est une recrue dont je suis particulièrement fier et content. Je sais qu'il en a qu'il en a dans le coffre, qu'il en a sous le pied et ça va décoller, quoi. Est-ce que tu as un peu l'impression que c'est peut-être un peu comme Neyef? Dans le sens où Neyef, ça a été très long. Hein. C'est pour ça, non, mais dans le sens, alors qu'il était déjà très bon dès le départ, très tu bon, vois, ouais. Mais que en fait, c'est peut-être un peu le genre de jeune auteur en fait qui va faire quelques travaux pendant quelques années où il y aura que les vrais qui sauront déjà, et qu'à un moment, Petit Rapace, il va nous faire aussi, alors de façon un peu caricaturale, mais le grand roman graphique à dos toilé, un peu comme OKM, mais que ça va transformer cette peut-être. Alors, je sais que en fait, pour Neyef, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que. C'est-à-dire d'abord, il y a le côté western. Ensuite, ces personnages sont un peu moins, on va dire, tordus, un peu moins caricaturaux, un peu plus mainstream, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Toujours avec sa patte graphique, mais tu sais, un peu plus accessible, je dirais, dans le character design. Moins agressif, tu vois, et je crois que le côté western, plus les grands paysages, les beaux paysages et tout, et une histoire très classique mais très solide, a fait que voilà, il a pu décoller. Je pense que le format aussi a joué, le grand format de toilette, c'est certain. Mais voilà. Alors pour l'instant, Simon, je pense pas qu'il veuille partir dans un truc un peu dans ce genre-là. Je pense qu'il aime toujours ses personnages un petit peu, tu vois comment il est, hein, Simon, de toute façon. Il aime toujours ces personnages, tu vois, tordus, bizarres, que moi j'adore, tu vois. Bah oui, ça, on a conscience que c'est segmentant pour le grand public. Hein. Moi, Moutafoukaz, c'est pareil, hein, j'en fais les frais. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent au fait que Vince Angelino, ils sont bizarres et non, mais c'est vrai. Hein. Donc c'est tout, ça fait partie du jeu. Après, ouais, je pense que ouais, Simon, c'est une bonne, très très bonne recrue. Mais justement, en plus, tu parlais un peu de changement de rupture graphique pour le tome 3, ce qui m'amène forcément à penser au petit fascicule qui a été fait pour la Japan Expo, parce que vous étiez de retour cet été à la Japan Expo, avec donc une petite histoire de 8 pages, tout en noir et blanc et trame, faite par Simon, justement par Petit Rapace. Est-ce que c'est un peu à ce genre de rupture graphique-là que vous pensez? C'est ça. Là, le fascicule, on l'avait fait pour alpaguer un peu éventuellement des gens, des lecteurs, parce que sur la Japan Expo, on avait décidé de vraiment réduire les titres proposés sur le stand à 2 titres, c'est-à-dire Shin-Zero et Jaune. Pour des raisons assez évidentes. Voilà, parce que on veut faire comprendre aux lecteurs qui seraient potentiellement et exclusivement attirés par le manga que ils pourraient s'intéresser aussi à ces titres-là. L'idée, c'est que Slum Kids venait de sortir. Mais si on intégrait Slum Kids, bah pourquoi pas Moutafoukaz, pourquoi pas machin, et on se retrouvait avec un stand qui d'apparence aurait peut-être paru pas manga pour la majorité du public. Donc on a fait ce choix. Néanmoins, pour quand même proposer aux gens Slum Kids et essayer de les y intéresser, on a publié un petit fascicule très manga compatible, d'une petite histoire qui se tient toute seule. Hein, tu vois, c'est vraiment un prétexte, hein, j'ai envie de dire, pour faire découvrir l'univers de Slum Kids à des nouveaux lecteurs.
Ouais, bah, histoire qui se tient d'autant plus quand tu connais pas la série, mais qui est hyper. Alors, c'est pas réconfortante, mais pour les personnes qui suivent depuis le début, oui, qui est hyper gratifiante, quoi, récompensante en fait, vraiment, parce que par rapport aux personnages que tu retrouves dedans, et même par rapport à la petite, même par rapport à ce que ça dit d'un des personnages, bah, qui était un peu un petit chouchou, quoi, un petit chouchou du premier tome notamment, quoi. Donc ouais, vous avez vu un petit peu que ça quand même que ça réussissait un petit peu à attirer des gens quand même. Aucune idée. Quand je t'ai vu, t'étais là avec une canne à pêche et il y avait le petit fascicule, comme ça tu le mettais sur le sol et dès que quelqu'un s'approchait, tu faisais et hop, tu l'emportais sur le stand. Non mais par contre, je voyais qu'on récupérait beaucoup de nouveaux lecteurs. Il y avait énormément de gens qui s'arrêtaient au stand et qui connaissaient absolument pas ce qu'on faisait. Ouais. Genre c'est qui, c'est quoi, tu vois. Donc je me suis dit visuellement, ils sont pas choqués, tu vois. Donc ils s'y intéressent. C'est juste qu'il faut que le projet arrive jusqu'à eux. Il faut que le projet arrive devant leur nez. Ouais, puis donc, après c'est quelque part une forme de chance que vous avez à côté, c'est que vu que t'as pas mal d'autres maisons d'édition telles que Kana notamment, je pense notamment à Kana, mais qui a fait ou Glénat qui ont fait, et Ankama d'ailleurs aussi, qui ont fait beaucoup d'efforts mine de rien pour continuer de pousser la création française vraiment en tant que manga en fait. Bah j'imagine qu'à force aussi les lecteurs commencent aussi à être au fait et au courant que ça existe. Et être ouvert, peut-être. Et voilà, tu vois, et s'ouvrir plus à quelque chose qui Néanmoins, ils iront pas chercher ces titres-là dans le rayon comics. Je suis désolé, je reviens toujours à la même chose. Ouais, là-dessus, ça c'est sûr. Il faut qu'ils soient rangés en manga, sinon on va pas recruter ces lecteurs-là. Oui, non, ça, non, mais pour ces et moi, il s'agit pas d'un coup, on bascule tout le label 619 en rayon manga, hein, c'est pas ça l'histoire. C'est s'adapter au titre, tout simplement. Ah oui, par rapport à sa dimension graphique et à ce à quoi ça, ce que ça rappelle en fait dans l'univers. Et c'est pas notre tendance éditoriale actuelle. Preuve en est Silent Genie, tu vois. On reste sur un grand format. J'étais très déçu, très déçu de Silent Genie et qui n'était pas en 15/21 noir et blanc et dans le sens de lecture de. On aurait pu, mais il y aurait eu 800 pages quoi. C'est ça. Ça aurait été le truc impossible à faire. Mais oui, non, bien sûr, effectivement, enfin. Tu regardes de toute façon tous les albums sortis cette année. Effectivement, t'as le Shin Zero qui est donc dans ce format manga. Cloud et Slum Kid sont dans le format standard de la plupart de vos albums. Et t'as le grand dos toilé de Mathieu. Donc et quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas une nouvelle en fait que vous faites des albums de formats différents. Si on regarde l'historique de. Non, mais alors pourquoi les ranger dans les mêmes rayons? Oui, bah ça c'est vrai que c'est la reprise de notre débat annuel là-dessus. Bizarrement, il y a quand même cette idée de le label 619 c'est du comics. Mais pour le coup, les dos toilés, ils sont pas en comics. Donc t'as envie de dire dans ce cas-là, parce que le dos toilé c'est je sais pas. Donc l'argument ne tient plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, c'est vrai que c'est les gens qui nous écoutent chaque année, ils vont se dire, putain, il recommence, c'est les deux cons au bar, là. C'est pour ça que c'est peut-être pour ça qu'on peut boucler le sujet en parlant rapidement de Cloud. Tu veux le parler? Oui, parce que sinon on va revenir après, les gens vont se dire, putain, ils reparlent de ça. Au moins, ils pourront zapper cette section-là. Et puis, parce que tu voulais, effectivement, il va se passer quelque chose avec le Cloud tome 3. Donc, c'est surtout à la demande de Florent. Et à la demande de Florent. Parce que justement, Florent aussi, lui, de son côté, s'est rendu compte que potentiellement, le fait d'être rangé en comics a été préjudiciable à sa série, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que les rayons comics c'est ce qu'on dit depuis plusieurs podcasts maintenant, mais les rayons comics sont de plus en plus petits, de plus en plus mis dans le fond de la librairie, et c'est surtout du Spider-Man, du Batman, des gros titres quoi. Donc je me permets de te couper juste pour dire effectivement, enfin c'est quand les libraires ne les défendent pas parce qu'ils n'ont pas à cœur de défendre cette partie-là de la bande dessinée, oui, les rayons reculent. Juste que moi je suis allé dans pas mal de librairies là cet été, cet automne, et en fait non, les rayons comics sont vraiment très grands, mais parce que ils sont défendus par des auteurs, par des libraires en fait qui ont à cœur de défendre ça. Non, mais par contre oui, quand je vais au Gibert de Versailles, le rayon comics nouveauté, c'est littéralement sous un escalier en fait. Oui. Ils les ont planqués sous un escalier, et t'as un rack avec 2 albums sur 3 étages, donc en fait ça fait 6 albums en tout. Donc ça c'était nouveauté. Et bien sûr, c'est que du super-héros parce que alors pour les mais après parce que du coup pour les comics indés, ils les rangent un petit peu à droite à gauche. Alors les comics indés, j'en vois de plus en plus en rayon BD, moi, c'est ça qui est hallucinant. Ouais. C'est parce que ils ont changé les formats aussi en fait. Donc c'est exactement ça. De toute façon, moi je vais te dire un truc, je ne vais plus en librairie tellement ça me prend la tête à chaque fois, je te jure, ça me démotive à un point. Donc je fais là pour le coup, je fais l'autruche et puis je me dis on fait ce qu'on a à faire
et puis ça sera rangé où ça sera rangé, mais en tout cas voilà. Florent, on en a discuté, lui il trouvait que c'était préjudiciable pour sa série d'être rangé systématiquement en comics, ce que je peux tout à fait comprendre. Il a demandé à placer, à ce qu'on puisse réfléchir à changer de format en cours de route sur Cloud. Donc le format de Cloud 3 sera un grand format. Un petit peu comme ce qu'on a fait avec Frontier. Frontier, c'était pas un 24-32, c'était homothétique, grand format, quoi. Donc c'est un petit peu plus étroit qu'un 24-32, peu importe. Bon, en tout cas, le grand format. Et du coup, ça veut dire rééditer le tome 1 et le tome 2 au même, dans le même format et sur le même numéro, quoi. Donc, mais séparément, les tomes 1 et tome 2 vont être réédités séparément dans ce même format ou vous allez les compiler en... Non, normalement, ils seront compilés en un album. D'accord. En un grand album. D'accord. Et ouais, donc tu sais, je t'ai déjà dit ce que j'en pensais, quoi, de cette stratégie. Je comprends la pensée de Florent par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est super dur de faire accepter, je pense, à une partie du public qui a déjà pris les 2 premiers tomes dans un format, de leur dire bon, ouais, maintenant ça va être plus grand. Enfin, après, le truc, c'est que moi, les questions de collection, moi, j'ai acheté du DC en VO pendant des années. Donc, les côtés des hardcovers qui changent de jaquette en plein milieu d'une série. Enfin, c'est ceux qui, c'est chiant. Voilà, c'est ceux qui se rappellent du run de Scott Snyder, le premier run de Scott Snyder sur Batman en hardcover. Les jaquettes changeaient de couleur et de direction, de charte et tout ça. Tous les 5 tomes, c'était voilà, c'était le truc était complètement dépareillé. Donc, à partir, moi, ça, je comprends. Mais est-ce qu'on doit mettre en péril tu vois, la série d'un auteur parce que ça fait une collection dépareillée? Non, je pense pas. Mais c'est ça surtout. C'est là où moi je suis pas content, entre guillemets, c'est que oui, le choix final d'un libraire de ranger un titre à un endroit plutôt qu'à un autre peut complètement bouleverser la vie non seulement d'une série, mais aussi, je veux dire, même d'un auteur, quoi. Moi, à la fin de MFK2 tome 2, j'en étais à de toute façon, on a enregistré des podcasts qu'on mettra à la sortie du tome 3. Tout à fait. Mais j'étais démotivé à 2000%, au point d'avoir envie de raccrocher. Je pouvais pas raccrocher parce qu'il me restait un tome à faire. Mais en vrai, si j'avais fini la série, c'était terminé. Je raccrochais à ce moment-là. Donc ça a un vrai impact en fait sur le travail d'un auteur et sur la vie de sa série. Juste le fait de le ranger à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est pas une histoire de guéguerre d'ego ou quoi que ce soit. C'est vraiment il y a un enjeu là-dedans. Tu vois, donc c'est tout, hein. Ouais, c'est plus par rapport au fait que aussi que l'ensemble de Free Squid, Funérailles, t'avais aussi toute la frise en fait qui était pensée, que Cloud ça se poursuivait, donc là ça va devoir s'adapter. C'est la question, c'est aussi est-ce qu'à plus long terme l'idée serait de rééditer l'ensemble des 14 tomes précédents? Non, parce qu'il y a des titres qui s'y prêtent moins que d'autres. Bon, Mutafuka, j'imagine jamais en grand format, je trouve que ça marcherait pas. Même si Florent il me pousse dans ce sens-là, si, je suis sûr que ça marcherait. Je dis non, Flo, ça marche pas pour plein de raisons. À voir quand t'auras, je sais pas, mais là on parle dans un truc de très long, c'est comment dire, une intégrale de MFK2 à plus ou moins long terme. Mais non, parce que dans la narration, etc., moi j'aurais pas fait les choses comme ça. Moi demain, si je sais que je travaille sur un 24-32, je vais pas découper de la même façon. Ouais, c'est sûr. Donc non, moi ça marcherait pas. Mais tu vois. Toi, quand je t'avais raconté l'histoire du film Mutafuka qui se retrouvait dans le rayon dessin animé pour enfants avec Peppa Pig et Pat Patrouille, t'en souviens de ça? Alors qu'en face, il y avait le rayon animé et qu'il était pas dedans. Alors moi, chaque fois que je le prenais, je le mettais dans le rayon animé. Tu comprends que c'est un impact. Les gens qui vont chercher Mutafuka à la Fnac ou à Cultura ou je ne sais où, ils vont pas aller dans le rayon dessin animé, ils vont aller dans le rayon animé, tu vois. Ça aussi, c'est terrible, mais en fait, ça contribue à invisibiliser des projets, même si c'est pas le but en soi, parce que je sais que les libraires, la majorité, ils sont de bonne constitution et ils se disent tous le label 619 on le met en comics parce que c'est là où nos lecteurs fans viennent les chercher. Mais nous on veut pas s'adresser, on s'adresse à nos lecteurs fans qui nous trouveront de toute façon où qu'on nous range, mais là par exemple avec Jaune et Shin Zero, on s'adresse aussi à un potentiel nouveau lecteur. Tu vois, c'est ça en fait le truc qui est difficilement compréhensible, parce que si le but du jeu c'est de rester dans la niche, c'est compliqué. Il y a des titres qui sortent de cette niche entre guillemets, qui sont l'œuvre de Mathieu, etc.
Mais moi, Florent, je comprends pas pourquoi on est toujours, tu vois, rangé en comics. Donc voilà, donc c'est sa volonté. Nous, on s'est arrangé pour le suivre et pour faire en sorte que ça se passe bien pour le titre. Hein. Maintenant, on verra. Ça sera un vrai test, hein, là, pour le coup. Si on se plante, bah voilà. Mais si on se rend compte que grâce à ça, les ventes décollent, là, il y a une vraie question. Hein. Ouais. Bah, ce sera le grand point d'interrogation. On verra. De l'année prochaine. Hein. Très bien. Ben, au moins, ce sujet était fort. On va pas vous refaire le débat. Où faut-il ranger le label 119 au rayon? Label 619, tout simplement. Au pire, faites. Non, mais il y en a qui en font. Hein. Il y en a qui font un rayon aussi, label 119, pour dire, bah voilà, parce qu'il y a quand même des gens qui, tu sais, c'est à force d'avoir un logo bien identifié, d'avoir aussi un état d'esprit de création, un état d'esprit comme ça, en fait, c'est devenu une marque aussi. Donc il y a des gens qui disent, quand des auteurs sont publiés, des auteurs et des autrices sont publiés là-bas, je sais qu'a priori je vais m'y retrouver. Mais tu sais que j'ai l'impression que même limite on est mieux compris en Espagne, par exemple. Là, l'éditeur espagnol, il a carrément fait sa collection label 619. Tu vois, il édite nos titres sous le label 619 en Espagne. Les Américains avec Magnetic Press aussi, ils utilisent le logo label 619. Ils ont compris que c'était pas juste un logo pour faire beau. Ils ont compris qu'il y avait une signification là derrière. Et ils ont compris, ils ont complètement épousé la direction éditoriale, tu vois. Et je trouve ça génial parce que ça veut dire que le label 619, c'est plus maintenant une collection française. C'est une collection internationale. Avec des gros guillemets, hein, parce qu'on parle de 2 pays. Et je crois que l'Allemagne, elle commence à se dire, tiens, on ferait peut-être bien la même chose aussi. Donc, tu vois, moi, c'est con, mais c'était un peu mon idée depuis le début, hein. C'était le but du jeu. Et je me rends compte que ça prend. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment génial. Trop bien. Alors, justement, on parlait de l'éléphant dans la pièce juste avant. Silent Genie, ouais. Quand même, ça c'était la plus grosse sortie ever, oui. Le plus gros tirage que vous avez jamais fait. Comment tu l'as un peu vu toi parce que c'est quand même un chiffre important, 150 000 exemplaires. C'est très abstrait. Alors après, je sais pas si toi t'es forcément plus impliqué, parce que c'est peut-être des enjeux qui sont plus de l'ordre du commercial aussi avec Rue de Sèvres en fait, et que c'est peut-être plus eux qui ont vraiment mis en route la machine avec leur repré, avec la diff, la distri, pour que le bouquin il soit mise en place. Il y a un affichage métro. Voilà. Tu vois, je l'ai vu. Très rares sont les titres qui ont un affichage métro. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour accompagner le titre, tu vois, au mieux. Et je pense que ça va payer parce que la première semaine, on était à 11 000 ventes, je crois. Ouais. Et bon, là, j'ai pas les chiffres sous le nez, mais je sais que à l'heure où on enregistre, j'ai regardé le dernier classement de Livre Hebdo, donc au bout de la 4e ou 5e semaine, il était toujours dans le top 10 des ventes BD, alors qu'entre-temps t'as eu le nouveau Black et Mortimer, le nouveau Astérix, je sais plus quel, Black Sad Weekly, enfin t'as d'autres très très gros. Et du coup après ça m'a fait plaisir parce que c'était un top 20 hebdomadaire où il y avait qu'un seul Mortal Adèle, ce qui pour moi est un signe de bonne santé, on va dire, sur la semaine, parce qu'en général quand tu sais que les gens n'achètent plus rien, en fait t'as 13 Mortal Adèle dans le truc, tu vois. Donc là je me disais, bon, au moins, il y a de la concurrence. Enfin, voilà, il y a d'autres albums qui intéressent les gens visiblement, donc c'est quand même une bonne chose. Et là-dedans, Silent Genie est toujours assez bien placé, quoi. Ouais. Et donc, toi. Et tu sais, Mathieu, je réfléchis, mais c'est pareil, hein. Avant d'être ce mastodonte qu'il est devenu, tu vois, quand on sortait Adrasté, La Belle Mort, oui. Ou même quand il était dans les Doggy Bags, c'était, maintenant, son seul nom suffit à vendre, tu vois. C'est-à-dire que même sur Shin Zero, tu vois, tu fais le combo Mathieu Bablé, Guillaume Saint-Gelin, t'en as 35 000, 37 000 en placement. C'est gigantesque, c'est énorme, tu vois. Donc ça c'est super aussi, quoi. C'est-à-dire que Guillaume, il a percé vraiment. Il était jusqu'à Lobaloka, il était un peu dans la niche. Il y a eu PTSD, c'était avant Lobaloka, hein. Il y a eu PTSD, ensuite il y a eu Lobaloka. Moi j'ai l'impression que c'était PTSD qui avait quand même un peu marqué le coup déjà, quoi. Mais ouais, mais pas en termes de vente, plutôt en termes de on va dire de reconnaissance. Et puis c'était son premier titre solo aussi. Ouais. Tu vois, avant il y avait toujours des scénaristes avec lui. Ouais. Et en fait c'est vraiment avec Frontier qu'il a fait un vrai décalage avec ses ventes précédentes. Tu vois, mais ça a mis du temps aussi sur Blackie, alors que Blackie, depuis le début, c'est un tueur, quoi. Depuis qu'il a 19 ans, qu'il a fait son premier stage
avec nous, on sentait déjà que c'était un grand, quoi. J'hallucine toujours du temps que met le public avant de se rendre compte d'un truc. Après, quand on dit le public, c'est très abstrait, hein, je veux dire, c'est des individualités, donc. Il y en a qui avaient capté depuis le départ, et il y en a un plus grand nombre qui se réveille après, puis après, avec le temps, t'as aussi juste des nouvelles générations, enfin des nouveaux lecteurs qui apparaissent parce que c'est ça. Parce que de façon très très concrète, quand des gens quand Blackie sort sa première BD, peut-être que t'as 10 ans, donc que tu t'es pas du tout encore en train de lire ce genre de BD, mais qu'effectivement 10 ans plus tard, une fois que PTSD et Lobaloka sortent, et Frontières ensuite, t'es assez grand pour t'intéresser à ce type d'ouvrage. Alors que mathématiquement, tu pouvais vraiment pas le faire avant. Ouais, mais il y a eu un vrai basculement avec Frontières. Ouais. Déjà, il y a eu beaucoup de prix. Oui, c'est vrai, le Landerneau BD, il y avait le prix des libraires à Angoulême. Alors, je pense Canal aussi BD, que, d'une certaine manière, je me dis aussi que Rue de Sèvres a un rôle là-dedans. Tu vois, ça, je te l'avais déjà dit aussi, je crois. L'image de marque, en fait, de maison d'édition, qui a fait que les libraires se sont plus intéressés, peut-être, alors que Ankama, peut-être qu'ils s'y intéressaient moins. Et pour gagner des prix, il faut que les titres soient présentés. Aussi. Tu vois, donc forcément, si les titres n'étaient pas présentés, alors je sais plus comment ça se passait, mais bon, je sais que c'était pas évident. Pendant un moment, il y avait plus personne qui s'occupait de rien. Donc c'est beaucoup plus compliqué que quand t'as une team qui prend le projet à bras le corps et qui te présente, etc. quoi. Donc voilà. Et puis puis ensuite c'est tout, hein, quoi. Non, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Ankama, parce que mine de rien, ils ont quand même fait des choses cette année aussi du côté du label. Avec les rééditions justement de 2 ouvrages de Blackie et de toi d'ailleurs. Moi je parle d'une époque où on était très restreint sur les équipes, quoi. Tu vois, donc toute cette période là 2013-2015, fatalement c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant ça va mieux, et puis c'est vrai que nous on continue à discuter avec eux, on continue à échanger. Pour la simple et bonne raison que notre fond de catalogue, il est là-bas, il est resté là-bas. Tu vois, c'est Rue de Sèvres, c'est qu'à partir de Low Reader, de Funérailles et de Low Reader, de Cloud et de MFK2, tu vois. Mais tout ce qui a été fait jusqu'alors, c'est toujours chez Ankama. Donc, pour faire vivre le catalogue, il faut trouver des choses. En l'occurrence, là, à ma demande, on a réfléchi à comment remettre en valeur les doggy bags, quoi. Parce que tu sais, c'est toujours particulier de se dire, il y a des choses qui pourraient vivre. T'en as la certitude qu'on n'est pas arrivé à faire le plein de lecteurs, mais que il y a plus grand chose qui se passe, mis à part un écoulement, tu vois. Donc il faut trouver des idées pour remettre en avant les choses. Donc il y a eu cette idée de pack découverte, tu vois. Moi à la base, je voulais faire un étui, tu sais. Ouais. Je voulais faire un étui avec une illustration qui fasse une fresque, tu vois, sur le dos de l'étui, où on aurait demandé peut-être à Shane Pierce ou quelqu'un. Bon, bref, ça n'a pas été possible pour des raisons financières, j'ai envie de dire. Un étui, ça coûte cher, etc. Bon, bref. Toujours est-il qu'on on a fait ça, on a fait un pack découverte, c'est-à-dire les 2 premiers doggy bags à prix réduit. Et puis ça va suivre avec les suivants, tu vois. Voir un peu si ça prend. Faut que je vois avec eux, voir si ça a décollé un petit peu ou pas. Mais l'idée, c'est de continuer à faire découvrir les choses qui ont été faites il y a 10, 15 ans, tu vois. Ouais, et puis même sur des trucs plus récents, mais l'intégrale Midnight Tales qui reprend l'ADA et le format du Midnight Order, ça en vrai, pure idée, quoi. Mais en même temps, il faudrait être fou pour pas faire ça, quoi. C'est-à-dire que, vu les chiffres de vente qu'a fait The Midnight Order, sachant qu'Ankama a les droits sur Midnight Tales en fascicule, entre guillemets en fascicule, hein, c'est plus que des fascicules. C'est des souples. En tomes souples, un peu comme Doggy Bags, tu vois. Surfer sur le succès de Silent Genie, c'est une évidence quand même de remettre à flot cette série et puis proposer un objet de qualité qui soit dans la lignée de ce qu'on a fait chez Rue de Sèvres. Donc voilà, alors ça, quand c'est comme ça, on en discute. Yuck est toujours en contact avec les équipes. De toute façon, tout le monde est en contact avec les équipes. Hein.
avec Ankama, on continue de travailler avec eux. Et puis oui, donc on a sorti cette intégrale de The Midnight Tale. Du côté un petit peu en dehors de la BD, vous avez fait pas mal de festivals quand même. Donc il y avait de nouveau le Corner 619 à Angoulême. Ouais, on remonte loin là. Bon, ça c'était il y a 11 mois. Ouais. Papy, ta mémoire. Non, on vous a vu, je le disais, à la Japan Expo. Ouais. Alors j'ai pas en tête tous les festivals que vous avez fait, mais il y avait une partie d'entre vous qui était aussi à Quai des Bulles, forcément, avec la sortie de Silent Jenny. Je me rappelle plus si vous étiez à Amiens ou pas. Je suis plus Je confonds les années, moi. Il faut pas trop m'en demander, mais. Non, parce que la veillée, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant où t'avais été à Amiens, quoi. Mais il y a quand même donc cette présence en festival qui se poursuit. Par contre, vous avez sorti pas mal vous avez fait les goodies pour le lancement de Shin Zero avec les fameux holopack et les cartes spéciales. Ouais. Mais là, depuis, notamment, pour Silent Jenny, il y a eu un album vinyle avec Toxic Avengers, mais on a Toxic Avenger en l'occurrence, pas de pluriel, mais pas d'autres goodies Alors si, il y a un codex, on a fait un codex sur Silent Jenny. Ouais. En fait, il y a une version réduite qui a été une exclusivité pour les libraires Canal BD, mais je sais pas si c'était une version réduite. Si elle est réduite de quelques pages, ouais. D'accord. Et celui qui sera proposé sur la Mother, ouais, je sais mieux que toi. Ouais, tu vois, moi, on en a parlé avec Mathieu l'autre jour, mais okay. Oui. Et donc la version complète du codex, effectivement, c'est quelque chose que vous allez proposer sur la Mother Base. Alors. L'idée, c'était de laisser aussi l'exclusivité temporaire aux libraires, etc. pour toutes ces choses-là. Alors sur le vinyle, tu sais, habituellement. On les vendait sur la Mother Base. Ouais. Là, tu t'es épargné une bonne dose d'envoi postal. En fait, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, sur un projet comme ça, il faut qu'on ait de l'ampleur. Ceci dit, c'est toujours moi qui fait les envois. Pour plein de raisons. Je veux dire, en fait, c'est très compliqué. Ça va te paraître stupide, mais c'est très compliqué de trouver une boîte qui fait ça pour toi. Parce qu'on n'a pas un flux suffisant. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faudrait pour avoir un flux suffisant, il faudrait quelqu'un à temps plein qui s'occupe de proposer tout le temps du merch. C'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est l'édition, c'est de faire des projets. Donc fatalement, je me retrouvais à faire les envois. Et je me suis dit, pour un titre comme ça, faire 500 ou 300 ou 500, c'est pas possible. Donc j'ai demandé à Rue de Sèvres de faire une exclusivité avec les libraires du réseau Canal BD. De manière à voir si ça pouvait les intéresser. Et du coup, grâce à ça, il y en a eu 3000 qui ont été placés. Donc c'est extraordinaire, 3000. Alors, sachant... Les précédents vinyles, c'était combien que vous les préciez ? C'était 500. Ah ouais. Tu vois, et là, on passe à 3000. Alors, les libraires, ils te prennent la moitié du truc, mais en même temps, c'est sur 3000. Donc, tu rentres dans tes frais, limite mieux que si tu vends les 300 toi, tout seul. Donc c'était super. Donc c'était une super opération. Pour l'instant, ils ont une exclusivité. On s'était dit qu'au mois de janvier, on allait proposer quelques-uns, vraiment pour les gros retardataires sur la Mother Base, mais c'est de l'ordre de, tu vois, une petite centaine, même pas 100, plus le codex. Tu vois, le codex aussi, là pour l'instant, ils sont chez moi, mais c'est pareil, c'est pour garder une exclue libraire. Et puis voilà, donc les choses se font petit à petit. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant des fois de se dire putain, on est en décalage complet avec la sortie et tout, mais c'est ce qui a été prévu, c'est ce qui a été négocié, donc voilà, on suit l'ordre naturel des choses, quoi. Puis même de façon un peu plus générale, c'est aussi quelque part une façon de te préserver physiquement par rapport à tout ce que ça peut impliquer de faire tous ces envois, parce que même s'il n'y a pas de flux tendu, comme tu le disais, il y a quand même il peut y avoir suffisamment de commandes sur le temps long, en fait, pour que toi, ça te prenne vraiment trop de temps par rapport à tes propres obligations, parce que t'es pas envoyeur de colis, quoi. Aussi, mais ça, c'est un truc, après, ça, c'est entre guillemets en off, même si tu peux le garder, mais à un moment donné, il va falloir trouver une solution sur ce truc-là. Soit on continue, soit on arrête, mais on peut pas continuer comme ça. J'ai jamais vu ça nulle part dans aucun système où c'est tu vois, le directeur de collection qui fait les envois, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais il faut savoir que la Mother Base, concrètement, vous allez dans la cuisine de Run, et puis il y a une petite l'arrière-cuisine de Run, vous allez dans une petite pièce à côté, comme ça, et voilà, c'est ça, et là, il y a des bacs avec... Non, puis ma femme, elle a un peu juste des cartons, je veux dire, je la comprends, c'est tout le temps des cartons, je dis, non, mais ça, on le vend en janvier, ouais, mais le truc, il est là, tu vois.
c'est insupportable. Tu sais, comme Gaston Lagaffe, Gaston Lagaffe qui fait des piles de papier là dans sa cave là. Bah là, tu pourrais faire un labyrinthe chez moi avec les cartons qu'il y a. Une caverne de trésors, mine de rien. Oh là là, quel enfer. Ouais, non mais bon bref, ça c'est c'est en off, mais tout ça pour dire que on a toujours cette mentalité de fanzine, quoi. Tu vois, c'est ça. Je me dis à un moment donné, c'est incroyable qu'on ait toujours ça. On n'arrive pas à se, tu sais, il y a cette mentalité qui nous colle à la peau, en tout cas qui me colle à la peau. On dirait que j'ai toujours 25 ans dans ma tête et qu'on fait des trucs dans notre garage, c'est le cas de le dire. En l'occurrence, ouais. Mais bon, on se professionnalise. Là, on a eu l'appui de Rue de Sèvres qui était inespéré. Enfin, c'est pas que c'était inespéré, c'est que c'était, on n'a pas l'habitude. Ouais. Habituellement, on fait tout par nous-mêmes. Là, il y a Rue de Sèvres qui a prospecté. C'était simple, hein, on leur a dit, essayez de prospecter les libraires avec cette idée de vinyle en même temps qu'ils prospectent pour les albums, tu vois. C'est juste quelques mots en plus à dire pendant la prospection. Et ça a fonctionné, tu vois. Donc, à voir si on recommencerait pas sur d'autres projets, notamment le projet de Neyef, où il y a un projet aussi de BO qui est prévu. À voir si on suivrait pas le même modèle, tu vois. Pour que ça se retrouve en librairie plutôt que commandé sur la Motherbase, etc. Tu vois. Oui, d'autant plus que si c'est commandé en librairie, j'imagine que ça fait aussi un peu de sous pour les libraires. Donc, quelque part, c'est tous les acteurs du milieu qui s'y retrouvent. Oui. Alors, donc ça, c'est plutôt vertueux. Et j'en profite pour dire que c'est vrai aussi une chose dont on n'a pas parlé, mais sur le site label619.com, vous pouvez d'ores et déjà et dorénavant aller voir directement dans la rubrique Actu. Le site est mis à jour très régulièrement grâce à notre ami Arnaud, ici présent, que j'ai missionné, parce que en fait je me suis rendu compte que au fur et à mesure, le fait d'être en contact avec les auteurs, avec Rue de Sèvres, etc., parfois il en savait même plus que moi sur les trucs en cours, et notamment tout ce qui est aussi tu sais, les prix et machin comme ça et tout. Et voilà, donc j'ai demandé s'il était chaud pour actualiser de manière régulière cette rubrique du site. C'est ça. Et même les autres, parce que j'ai eu le plaisir, c'est du travail, mais c'était quand même du plaisir de mettre à jour l'onglet podcast, et pas que avec ce qu'on fait ensemble, mais avec aussi les autres que vous faites à droite à gauche, avec l'onglet vidéo pour mettre à jour tous les trailers que vous aviez mis et tout ça. Et voilà, c'est effectivement. Exactement. Et du coup, ça m'est d'une grande aide parce que c'est un truc en moins dans ma charge mentale. Ouais, j'imagine. C'est pour ça que je le fais aussi, quoi. Je sais que ça permet de décharger. Et moi, c'est quelque chose que de toute façon, comme tu le dis, je suis déjà au courant en fait de la plupart des trucs, puisqu'on en discute. Donc autant mettre ça en application avec des compétences que j'applique déjà. Donc voilà. Alors plutôt qu'aller chercher partout sur Twitter les infos et tout, allez plutôt sur le site label619.com, rubrique Actu, et vous aurez toutes les dernières actus en temps et en heure. Très bien, merci pour cette petite passe décisive, mais je reprends le lead quand même, parce que ça reste mon podcast, s'il te plaît. Non, je voulais savoir si on passe un peu sur sur un peu un absent de cette année, mais qu'on avait déjà abordé dans le podcast l'an dernier, justement sur le reader en fait. Ouais. Où est-ce que ça en est? Est-ce que tu es toujours dans une envie de mise en pause en attendant de voir quelque chose? Ouais, je peux pas là pour l'instant, tant qu'MFK2 tome 3 n'est pas parti en impression, je ne peux pas brancher mon cerveau sur le reader. Je peux pas faire ça par-dessus la jambe, et je veux vraiment faire quelque chose de bien et donner au projet toutes ses chances de réussir. D'autant plus que moi, il y a toujours Jaune. Aussi, également, bien sûr. J'allais y revenir après. C'est vrai que je mélange un petit peu mes points, mais c'est vrai que dans les absents, entre guillemets, je mets absent parce que c'est juste que c'est des séries qui sont attendues et dont on avait un peu l'idée d'une certaine temporalité. Ouais, et après, je suis sur l'écriture d'un autre projet que je fais avec un co-auteur qui va être super, avec Jérémy l'Absolu au dessin, dans lequel je vais mettre beaucoup de moi, en fait, beaucoup de choses très intimes que j'ai jamais vraiment évoquées au travers d'une BD. Donc il y a beaucoup de moi dedans. Bon, c'est un projet vraiment que j'aime beaucoup, donc il va sortir. Alors là, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est en écriture. Donc du coup, je suis quand même charrette sur pas mal de choses. Plus là, les toys qui sont sortis récemment, les backers ont normalement reçu leur contribution.
Ça c'est pareil, ça m'avait pris quand même beaucoup de temps. Pour tout dire, je suis en train de réfléchir très 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 fort à un projet de jeu vidéo sur Mutafukaz, mais alors là je parle de ça, c'est très hypothétique, mais c'est en discussion, et puis pour le coup c'est relativement sérieux parce que demain tiens je rediscute avec des gars, donc tout ça prend un peu de place forcément dans ta journée, dans ta tête, ce qui fait que la Mother Base, le Low Reader, tout ça, à un moment donné je suis obligé de le mettre en suspens, quoi. Mais de ce que je comprends, c'est que t'as quand même une envie pour Low Reader, quoi. C'est que pour moi, Low Reader, je comprends pas que ça ne puisse pas redémarrer. C'est-à-dire, il faut qu'on redémarre. Alors peut-être qu'il y a autre chose à trouver pour accrocher les gens. Il y a peut-être aussi, impliquer plus les libraires. En fait, pour tout dire, je me suis même déjà posé la question. Je me suis dit, soit on implique plus les libraires, soit on les zappe carrément. On fait un crowdfunding. J'en suis à ce niveau-là de me dire, en fait, si tu veux, je suis vraiment en réflexion sur Low Reader. C'est quoi la bonne formule pour qu'on touche notre public et un peu plus. Donc, tant qu'on n'a pas la solution, ça reste là, ça reste un projet, quoi. Non, parce que tu mentionnes un peu les Espagnols avant, mais ça m'a amusé de voir qu'en Espagne, ils coupent les histoires, ils font des petits fascicules vraiment, donc de 30 pages, quoi, pour chacune des J'aimerais bien savoir si ça marche, d'ailleurs, parce que moi, j'aurais pas fait ça. Bah non, mais après, et après, je sais que ils ont plus ce côté des fascicules peut-être aussi sur les super-héros, et qu'ils adaptent un petit peu, ou même peut-être avec d'autres publications indé. Je t'avoue que ça fait culturellement, apparemment, c'est acquis, c'est admis. Donc bon. Et ce qui est bien, c'est que ça te fait à chaque fois les couvertures des auteurs en question qui proposent. Donc n'hésitez pas. C'est pas comment l'éditeur qui. Le Bonnier, c'est pas eux. Ouais, je sais plus, mais il faut aller faire. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast, mais vous pouvez aller voir, juste savoir que ça existe, quoi, qu'il y a les éditions espagnoles de Low Reader qui sont vraiment découpées par histoire, par single issue. Non, dans les absents, on parlait, donc MFK2 tome 3, t'es au travail dessus, de toute façon, de ce que je comprends, plutôt beaucoup, même. Ouais, alors là, pour tout dire, je suis en train un peu de m'amuser. On en avait discuté dans un podcast précédent qui est pas encore en ligne, mais j'ai. Enfin, attention parce que là, les gens vont se mélanger dans la temporalité des podcasts. Pas trop, mais il y a des choses il y a des choses sur lesquelles je me suis, on va dire, débloqué, quoi. Ouais. Et donc là, je suis plutôt sur une bonne voie là sur le MFK 2 tome 3. Mais pas de date encore précise à donner, quoi. Non, parce qu'il faut que tu le termines. Mais effectivement, ce qu'on vous sous-entend depuis avant, c'est que le Mutafukaz est en train, est toujours dans la chambre d'enregistrement. Il y a des épisodes qui continuent d'arriver, quoi, en ce moment même, quoi. Donc qui montre aussi l'évolution de la vie d'un auteur avec ses doutes, ses. Là complètement, parce que là on est le même exercice qu'avec Mathieu sur Silent Genie, et un petit peu aussi avec Blackie sur Frontier ou sur Shin Zero. C'est vraiment cette façon de voir comment les auteurs évoluent au fil des mois pendant qu'ils sont en train de créer. Donc j'ai très hâte de voir le Mutafukaz volume 3 quelque part, ce sera ça, quoi, qui arrivera quand ça devra arriver. Donc ça va être très très cool. En termes de suite de série, donc tu disais, on avait juste évoqué, mais ça qui n'ont pas de date forcément, sur le Slum Kids tome 3. Ouais. Le Jaune tome 2, du coup, ça avance aussi à son ça avance, mais on va pas donner de date encore. Ouais, pour l'instant, ça prend son temps. Et nous, ce qu'on veut faire aussi sur Jaune tome 2, c'est de pouvoir sortir le 3 rapidement derrière. D'accord, ouais. Donc, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps sur la sortie du 2, c'est pas trop gênant. Mais pour qu'il y ait la sortie du tome 3, genre 6 mois ou moins de 6 mois après la sortie. Ah oui, d'accord, ouais, pour faire un truc plus rapproché après. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que tu dis, en fait, que sur les séries, en fait, sur le fait de sortir des séries, du coup, est-ce que tu perçois que faut vraiment arrêter ça, ou est-ce que faut y aller, mais vraiment avec presque 3 tomes d'avance? Là, si tu veux, pour Jaune tome 1, j'ai presque envie de dire qu'il y a une forme de faux départ, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si c'était la période ou quoi. Je pense qu'il a pas touché tous les lecteurs qu'on aurait pu toucher. Donc, sachant ça, je préfère qu'on réfléchisse à comment sortir au mieux le tome 2, puis le tome 3 juste derrière pour pas frustrer, plutôt que vite, on sort le tome 2 et puis ensuite on boucle sur le 3, sachant que le 1 il est peut-être un peu passé à côté de la cible. Alors, est-ce que la faute au rangement, est-ce que c'est la faute on va pas revenir avec cette question de rayon, mais
toujours est-il qu'il y a quelque chose qui a fait que je pense qu'on est passé un petit peu à côté de notre cible. D'accord. Mais donc, pour passer un petit peu du côté de 2026, oui. Qu'est-ce qui nous attend un petit peu en 2026? On va commencer l'année avec quoi, très cher Ron? Alors, tu m'en demandes beaucoup là. Oui. Alors déjà, on va commencer avec une réédition de A Short Story en janvier normalement. Tout simplement. Alors de base, hein, c'était pas pour faire une réédition genre on fait une réédition augmentée, etc. Enrichie, augmentée. C'était parce que il n'y avait plus de, on arrivait à court par rapport au tirage. Donc vous préfériez faire une réédition plutôt qu'une réimpression alors? En fait, c'est ça le truc, c'est que Nadia m'a dit il faudrait qu'on réimprime A Short Story parce qu'on arrive à court. Moi, je lui ai dit mais quitte à le réimprimer, est-ce qu'on pourrait pas ajouter, parce que moi, comme tu sais, ou peut-être pas, mais je crois qu'on en avait parlé pendant le podcast dédié à A Short Story, c'est qu'avec Flo, je continue à le mettre au courant, je continue à creuser un petit peu. Oui. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une émission sur RTL. C'était l'heure du crime, je crois. Et en face de moi, j'avais Thibaut Châtel, qui était celui qui a fait qui était le réalisateur du documentaire sur le Dahlia Noir, qui privilégie la piste de Georges Odell. Donc, je savais que j'allais être entre guillemets confronté à lui en plateau, donc j'ai un peu plus creusé mes arguments contre la théorie de Georges Odell. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit mais il y a plein de choses que j'aurais pu dire dans les bonus de Short Story que je n'ai pas dit parce que j'avais pas encore creusé la question à ce moment-là. Donc j'ai dit à Nadia, profitons de la réimpression pour faire une réédition, donc quelque chose, tu vois, ça va pas changer la BD ou quoi que ce soit, hein, c'est juste dans les bonus, c'est beaucoup plus étoffé, c'est beaucoup plus. J'ai remarqué aussi que les gens lisaient sans lire vraiment ce qu'ils comprenaient pour la plupart des gens qui venaient en dédicace. Des fois, ils disaient ouais, j'ai lu les bonus et que t'en as pensé tel et tel truc, et c'était pas très clair. Donc je me suis dit peut-être qu'on a été trop subtil en fait, peut-être que on n'a pas été assez démonstratif, tu sais, dans nous ce qu'on pensait. Donc là, dans cette édition, c'est un peu plus clair, un peu plus argumenté. Et cette version-là des bonus, je la mettrai à disposition en ligne pour les anciens qui vont pour pas léser la BD. Voilà, pour pas les léser. Mais c'était pas pour le plaisir de faire une édition augmentée, c'est juste que les recherches m'ont amené à étoffer les arguments en fait. Ouais. Donc ça c'est donc d'accord. Donc on commence avec une réédition. Donc une réédition sur laquelle, je vous le dis tout de suite, elle sera collector, donc vous pouvez sauter dessus parce que quand même, voilà. le nom des auteurs sur la couverture ne sera pas visible. En fait, il y a sur InDesign, il y a une option qui est la surimpression. Pour ceux qui utilisent un peu Photoshop, c'est quand vous mettez une couleur et vous mettez le calque en produit. Quand tu sais, par exemple, tu fais un calque en produit sur Photoshop, il va se mélanger comme s'il était transparent. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis pas expert de Photoshop. Bon, bref, c'est pas grave. Mais là, le calque où sont écrits le nom des auteurs, à savoir Run et Florent Maudou. Là, pour le coup, j'avais demandé à ce que pour la réédition, ça soit écrit Guillaume Renard et Florent Maudou. Parce que intuitivement, tu voulais t'anoblir. C'est pas ça, c'est que je sens que potentiellement il y a des gens. C'est pas un nom en particulier que tu veux mettre. Guillaume de Renard. Non, je pense que potentiellement ça peut être préjudiciable pour le projet le Run. J'ai quand même l'impression que mon nom il est associé quand même à Moutafoukaz, Brolo, Doggy Bags, Redneck, machin et tout. Et ça commence un peu à me faire chier. Alors peut-être c'est une idée que j'ai comme ça, hein, j'en sais rien. Ouais. Mais je me suis dit le fait de mettre mon vrai nom Guillaume Renard et pas Run, tu vois, peut-être les gens qui me connaissent sous le nom de Run, avec tout ce background. Là, c'est surtout que ça va parler à des gens qui te connaissent pas en l'occurrence, quoi. Peut-être aussi. En tout cas, bref, peu importe, on n'aura pas la surprise puisque le nom des auteurs a été mis en surimpression, c'est-à-dire du bleu. Pour le coup, pas opaque, mais transparent sur noir, autant dire du noir, quoi.
Donc ça c'est une coquille qui a été faite sur 5000 exemplaires, il n'y a pas moyen de faire putain, ouais, c'était pas voulu. Non, c'est pas voulu, il n'y a pas moyen de faire un retirage ou quoi que ce soit. Donc Florent il trouve que métaphoriquement c'est beau parce que on s'efface vis-à-vis du sujet qu'on traite. Moi je dis ça c'est sympa, mais c'est a posteriori, si tu veux. C'est ça, tu peux dire à la fin, oh non, mais regardez, on s'efface derrière de la tragique histoire d'Elisabeth. Donc là, on est en train de chercher un système avec Rutsev pour éventuellement mettre un bandeau avec nos noms. Et dans le bandeau, on pourrait aussi écrire que c'est une édition enrichie ou quoi que ce soit. Bon, on y réfléchit, il n'y a rien de fait. Mais ça, c'est les aléas. Ça arrive, après 15 ans de travail, on peut encore cocher une surimpression sur un calque, alors que ça n'a rien à foutre là. C'est une fausse manip, hein. Probablement. On sait pas trop comment ça s'est passé, mais bon, voilà, ça arrive, c'est arrivé. Il faudra faire une enquête, une BD enquête. Une BD enquête sur la personne qui a tué les auteurs du Dahlia Noir. C'est ça. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, moi, je suis à peu près certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui font ah putain, il s'appelle Guillaume en fait. Voilà quoi. Ouais, Guillaume. Ouais. Ça, Guillaume Renard, Guillaume Saint-Jean, c'est attends, mais il y a Guillaume Escoffier de Yuzu Studio. Enfin, il y a vraiment un armada de Guillaume chez vous quoi. C'est terrible. Guillaume Ouzé avec qui je bossais. Oui. Il y avait Guillaume Tranchant, Gringe. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment une secte. Là, il y avait énormément de Guillaume. Voilà, donc voilà, les Guillaume, n'hésitez pas à aller postuler. C'est un des prénoms les plus laids de la langue française, je trouve. Tu trouves? Ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, on dirait un homme de Néandertal qui sort de sa caverne, quoi. Guillaume. Guillaume. Ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Mais... Très bien. Donc, ensuite. Guigui. Guy, mais on a un Guigui qui nous écoute en plus, qui s'appelle Guigui le Gentil. Et c'est Guillaume. Il s'appelle vraiment Guillaume, il me semble. C'est une horreur. Je crois. On devrait brûler tous les gens qui appellent les Guillaume Guigui. Ah écoute, ça fait peut-être beaucoup de gens. Moi, président de la République, je brûlerai tous les gens qui surnomment Guillaume Guigui. Non, mais on espère que vous vivez bien avec votre prénom. Franchement, il y en a quand même des pires, à mon humble avis. Ouais, très peu. Quand même. On parle de Jérémy Gasparuto, peut-être ? Oui. Pour qui va aussi démarrer l'année chez vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son projet ? Écoute, c'est un projet magnifique. Il est vraiment sublime, graphiquement sublime. Je pense qu'il y a certaines personnes qui risquent d'être déstabilisées par la narration, mais c'est le but. C'est d'aller un petit peu, perturber les lecteurs. Le projet de Jérémy, écoute, il est absolument sublime. C'est un grand format d'eau toilée qui est pour le coup extrêmement personnel. C'est-à-dire que graphiquement, ça fera l'unanimité. Tout le monde trouvera que c'est extraordinaire, j'imagine. Maintenant, dans la narration, je pense que ça va déstabiliser certains lecteurs parce que c'est, on va dire que c'est plus de l'ordre de la poésie, un puzzle de mots et de pensées, comme dirait notre ami B2O, avec les images qui vont avec. Moi, je trouve que c'est un projet absolument... j'ai même envie de dire grandiose dans l'idée, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre t'as l'impression qu'il parle à ton subconscient, le projet, d'une certaine manière. Et moi, j'adore. Mais je sais que la proposition va être clivante. Clivante, ouais. J'imagine. Il y a des gens qui vont fermer le bouquin, qui vont dire « Ah, j'ai rien compris !» Mais c'est comme un rêve, en fait. Tu sais, à la fin de ton rêve, t'as vécu une expérience. Qu'est-ce que t'as tiré de ton rêve ? Est-ce que tu dis « J'ai rien compris » quand t'as fini de rêver ? Non, des fois, juste, tu te dis « J'ai fait un rêve chelou, c'était particulier, il y avait ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. » Mais il n'y a pas de message, particulier. C'est une expérience de lecture, j'ai envie de dire sensitif presque, qui parlera aux plus curieux, je pense. Ouais, donc, et qui déplaira aux plus terre à terre, à mon avis. Donc Jérémy Gasparuto qui avait fait le one shot Teddy Bear, notamment. Qui avait bossé avec nous sur Teddy Bear, sur d'autres projets relatifs à Doggy Bags. Qui a fait du Doggy Bags, qui fera cet album qui s'appelle Le chemin derrière la maison. Exactement. Donc ça sort en janvier. En janvier aussi. Hein. Et c'est marrant parce que moi, la lecture m'évoque un bouquin
qui a été écrit par Philippe Delerme, qui s'appelle La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Ouais. Et en fait, c'est des sortes de micro-nouvelles, mais qui décrit en fait des trucs terre à terre. Genre, c'est vraiment la première gorgée de bière et ça te décrit qu'est-ce que c'est de boire en fait ta première comme sensation. Et c'est que des sensations en fait sur chaque page. Et moi, c'est vraiment ça que ça m'a évoqué littéraire. En fait. Mais c'était en littéraire. Tandis que là, c'est traduit en images. Ouais, avec du texte qui vient parfois en contradiction avec l'image et parfois qui accompagne l'image. Ouais, mais qui évoque du sensoriel aussi, mais surtout une forme d'ode au vivant, mais aussi au minéral en fait. Enfin, je trouve que dans les imageries, c'est vraiment une forme de. Après, il le dit aussi de toute façon, on en reparlera avec l'auteur au moment de la sortie de l'album, mais ouais, une forme d'ode à ce qui nous entoure vraiment. Et avec des certaines images qui seraient plus terre à terre, mais enfin avec beaucoup d'allégories aussi en fait, vraiment quoi. Donc mais c'est vrai que par contre graphiquement, ça je peux vraiment vous le dire, c'est ceux qui nous écoutent, ouais, ça tabasse quoi. Donc j'ai vraiment hâte de le voir en imprimé parce que juste en version numérique, c'est déjà effectivement du très grand travail graphique quoi. Donc voilà, donc ça ce sera pour démarrer l'année. Il me semble qu'après on a aussi Asphalte sauvage de Anne Masse, qui arrivera en avril 2026. Là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelque chose? Je crois que c'est pas toi qui encadre ce projet, c'est plutôt Blacky, en l'occurrence, qui bosse dessus. Ouais, c'est Guillaume qui suit le projet, donc je préférais que ce soit lui qui en parle. D'accord, ouais. Ouais, y a pas de souci, parce que tu l'as pas encore lu en fait, de toute façon. Ouais, c'est ça. Alors c'est sur malheureusement c'est sur ma pile. Hein. Ça fait 3 semaines qu'il me demande un retour. Ouais. Donc je te prends du temps avec ce podcast en plus. Non, mais c'est moi, je dois m'organiser de manière un peu plus efficace. Mais j'ai toute confiance en Blacky de toute façon, donc je vois pas ce que mon avis va apporter de plus au projet, surtout qu'il est déjà quasi fini. Hein, donc voilà. Et puis il y a Une fête sans fin aussi. Une fête sans fin, c'est un projet pour le coup pareil qui est suivi par Mathieu et Guillaume. En même temps, ok. Ouais, pour lequel c'est pareil, je les laisse complètement faire, tu vois. Donc faire leur travail, ouais. C'est ça. Donc, mais c'est bien parce que c'est-à-dire que c'est, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe parce que j'ai pas tous les détails de vos dossiers de travail, mais est-ce que c'est pas un peu les premiers projets vraiment chapeautés par eux en tant qu'éditeur vraiment depuis que vous avez. Je suis en train de réfléchir, mais c'est possible. Asphalte sauvage, il n'a pas été signé à si longtemps. Par contre, Une fête sans fin, il a été signé un peu plus longtemps. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que non, il y a un autre projet que Mathieu a signé et qui suit aussi, qui s'appelle ah merde, putain, j'avais le nom il y a 2 secondes. Bon bref, peu importe. Mais là, pour le coup, ça a été signé en 2019, je crois. C'est très très long, mais en même temps, quand tu verras le graphisme, tu comprendras pourquoi c'était si long. Mais oui, c'est ces 3 projets-là sur lesquels, on va dire, c'est les 3 premiers projets sur lesquels je suis pas du tout directement impliqué en fait. En suivi éditorial. Ouais, en suivi. Ça va, c'est pas trop dur? Non, parce que c'est leur sensibilité à eux. Ils ont voulu signer ces projets-là que j'aurais peut-être pas forcément signé de base parce que on est plus proche on est moins redneck, quoi, si tu veux. C'est comme ça que tu te définis. Mais c'était ça aussi le but du label 619 quand j'ai décidé de partager la direction avec Florent, Guillaume et Mathieu. C'était justement de s'ouvrir à d'autres genres, etc. Donc moi, c'est pas que je ne veux pas les suivre, c'est que je me sens pas en capacité de les suivre. Tu sais, bien sûr. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour améliorer tout. C'est des choses. À un moment donné, tu as ton domaine de prédilection, vaut mieux que tu y restes, quoi, tu vois. Ouais, quand tu sais où sont tes forces et tu sais où sont les forces des autres aussi, de laisser les bonnes personnes sur les bons projets également. Hein. De la SF pure, par exemple, ou un space opéra, je serais incapable de suivre un projet comme ça. Parce que j'ai pas les rêves, j'ai pas le background, j'ai rien de tout ça, donc je serais pas, tu vois, je serais pas légitime, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil, Une fête sans fin, et puis Asphalte sauvage, voilà, je préfère laisser à ceux qui savent faire. Ça marche. Bon, donc il y aura aussi un certain morceau
En 2026, on se permet d'en parler un petit peu quand même parce je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu, mais les garçons perdus, de Naïef, qu'on avait déjà évoqué l'année dernière de mémoire. Ouais. Donc là, qui va être son grand retour plutôt à l'automne alors. J'imagine que ce sera un titre de rentrée littéraire, c'est ça. Ouais. Et il est fini d'ailleurs. Il est fini là. En fait, il devait sortir 7 octobre. Enfin, pas le 7 octobre. Il devait sortir 7 octobre. D'accord. Mais en on même s'est temps dit, que Silent Jenny. voilà, c'était ça le problème. Donc, on avait décidé de repousser, mais Rutsev nous a proposé de le repousser à septembre de l'année d'après. Donc, ce qui fait que Naïef a enchaîné sur un autre projet. Ok. Je sais pas si je peux en parler. Je peux en parler. Non, on n'en parle pas si t'as. Mais lui, il a enchaîné sur un autre projet. Ça veut dire que les 2 prochains Naïef seront plus rapprochés au niveau des sorties. Ouais. Par contre, son projet, là, il sortira en septembre. D'accord, trop bien. Mais c'était la garantie de Rue de Sèvres de travailler au mieux le titre. Parce que, au début, on n'avait pas pensé à avril, mais il considérait qu'en avril, on serait encore un petit peu dans le sillon de l'énorme Silent Jenny. Tu vois, plus c'est gros, plus ça laisse des empreintes profondes. Et donc, plus on attend que le sol soit à peu près redevenu stable pour balancer le suivant. Mais oui, ça serait plutôt septembre. On a aussi un projet, là, on est en train de discuter de la date qui serait la meilleure pour le projet de Simon Hutt en solo, qui s'appelle Amer, et qui s'écrit AMR. Ouais. Ça, en fait, ça serait automne 2026 aussi. Et donc là, c'est un projet que Simon dessine et écrit à la fois tout seul. Exactement. En solo. Ouais. Il vole de ses propres ailes. Exactement. Et qu'est-ce que toi tu regardes un petit peu du coup on a discuté. Là, je crois qu'on a rebossé un petit peu. Enfin, il bosse tout seul. Hein. C'est ensuite, une fois qu'il a fini, il m'envoie beaucoup pour les dials, pour voir un petit peu si on est sur la bonne voie, si c'est compréhensible, etc. Moi, je l'aide à retaper des textes. Là, par exemple, je crois qu'on a retapé sur peut-être un quart du projet, je dirais, un truc comme ça. Mais lui, il part sur un truc plus SF, mais moins hard SF. Tu sais, un petit peu plus, je dirais, dans l'idée, dans le ton plus Mandalorian que Metal Hurlant, quoi, si tu veux. Moi, je me rappelle, j'avais écrit c'était même lui qui en parlait comme ça, d'une science-fiction piétonne et poussiéreuse, celle d'un monde urbain à l'abandon. Voilà, donc album de alors ce qu'on peut lire sur Comics Blog. Je sais pas ce que tu juges de la fiabilité de ce site, quoi, mais et poussiéreuse, bah oui, en même temps les personnages. C'est pas comme ça que j'aurais défini vraiment le projet, mais en tout cas c'est pas mensonger. Ouais. Non, mais mais je me rappelle parce qu'il avait fait une exposition au RIS ce printemps dernier, justement. Ouais. Tu voyais qu'il y avait des dessins. Enfin, moi, c'est vrai que pour le coup, je le pistais pas mal, quoi. Et donc oui, on avait fait un album. Enfin, j'avais fait un article, pour dire effectivement qu'il y aurait cet album qui sortirait donc en 2026. On n'avait pas encore de fenêtre de sortie, mais donc ça se précise. Et on retrouve tout ce qu'on aime chez Simon, quoi. C'est-à-dire son dynamisme, ses cadrages un petit peu, tu sais. Dynamique, osé, sa palette de couleurs qui est vraiment très spécifique, tu sais. Il va aller chercher alors souvent on parle de son violet, etc. C'est un rose et tout, mais il va chercher aussi les teints un petit peu plus froids, bleu, vert, etc. Donc non, c'est vraiment chouette. Ça sera un grand format aussi, comme un peu à la Frontier. Ouais. Ça a l'air d'être dans l'ADN un peu quelque chose qui ressemble. Donc, dans l'esprit, ouais, mais un peu plus action, un peu plus quand même un peu plus action que Frontier, moins tu sais, Frontier c'était un peu des tranches de vie dans l'espace, si tu veux. Ouais. Là c'est un peu plus, on va dire quand je te dis en Mandalorian, c'est un peu ça, c'est-à-dire plus de péripéties, voilà, on va dire. Ouais, ça se promène et ça se bagarre. Un peu, ouais. Si on permet. Non, mais parce qu'il y a quand même un design, tu vois, là je te le montre, mais un pur design de créature qui est. De toute façon, il est très fort. Qui est montré, donc n'hésitez pas à vous taper sur. Oui, mais ça, en fait, ça passe sur un. C'est parce que tu vois une belle illus et tu dis, bah oui, forcément, c'est sur grand format, mais. Non, c'est pas une question du grand format, c'est juste que l'illus est belle, donc l'univers me donne envie, quoi, tout simplement. Bien sûr, et en plus, c'est un gros prétexte pour dessiner des câbles et des câbles et des câbles. Il adore les câblages. Ah, c'est ça son obsession, parce que Mathieu c'est les fenêtres et donc Simon c'est les câbles. En ce moment, je dois dessiner des fenêtres, je déteste. Ouais.
Tu fais pas par RIA, Run. Chacun son kink. Dessines des fenêtres par IA, tu traînes une IA sur ton dessin et puis tu l'as fait dessiner plein de fenêtres partout. Si je pouvais, je dirais vas-y, tape les fenêtres. Aucun souci avec ça. Moi, j'aime bien en ce moment dessiner les muscles, les vieux muscles. Tu sais, les vieux bodybuilders, tu sais, avec la peau un peu flétrie, des gros muscles, mais un peu veineux, tu sais, tous ces trucs un peu sales. Je me demande si je préfère pas les câbles et les fenêtres, moi. Personnellement, quoi. Oh, j'aime bien. Et des fois, je me dis, attention, il faut pas oublier les rides au niveau du coude. Tu sais, les vieux, ils sont très ridés au niveau des coudes, même quand c'est des bodybuilders et tout. Hein. On n'y échappe pas, parce qu'on n'y échappe pas. Est-ce que Shin Zero revient en 2026? Normalement, oui, bien sûr. Shin Zero, alors, je ne l'ai pas lu. Enfin, je l'ai lu en diagonale pour l'instant parce que Blacky nous a envoyé où on en était, tu vois. Il est magnifique. Mais attends, tu veux une date peut-être? Pas forcément. Je sais. Normalement, c'est juin. Ouais, je sais que c'était vers le printemps-été, quoi. Mais donc, normalement, en juin, il y a peut-être des tournées de dédicaces à faire. Après, Mathieu sera plus là, il sera plus en France, normalement. Non. Mais Blacky sera là pour défendre. J'imagine peut-être un rendez-vous de la BD à Amiens, en plus, où il y avait déjà consacré une expo, de toute façon, quoi. Ouais. J'imagine qu'il sera très bien reçu, dans cette période-là, quoi. Et ouais, ça va être une année qui sera assez riche, quand même, avec beaucoup de nouvelles signatures, en fait. Quelques nouvelles signatures. Juste une question à poser. Alors, du coup, ça va devenir un de mes chouchous peut-être sur le long terme, mais du Gunter et Moreau. Ouais. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi, parce que donc de Pablo et Viviane, mais qu'on avait déjà abordé je pense qu'il y a 2 ans maintenant, où on en parlait déjà. Mais parce que Viviane, maintenant, effectivement, j'ai la chance qu'elle soit notre marraine et de la 2e édition des First Print Awards, qu'elle nous a fait une affiche qui tabasse complètement. Et donc forcément, son Gunter et Moreau que j'attendais avec curiosité, maintenant je l'attends avec impatience, en fait. Ça a changé. Non, mais c'est un super projet. Viviane, elle est, comme tu as pu le voir sur l'affiche, elle est giga forte, quoi. Ouais. C'est une dinguerie, cette meuf-là, elle envoie le boulet, elle est extrêmement, je sais pas comment dire ça autrement, mais elle est extrêmement talentueuse. Sa mise en scène est très cinématographique, elle est vraiment, c'est une super recrue, vraiment. Elle bosse avec Pablo sur un projet qui est très ambitieux, qui s'appelle Gunter et Moreau. Donc, t'en sauras plus prochainement. J'ai pas vraiment ça parce marche. Que là, je suis en train de réfléchir. Cette bonne guerre aussi. Non, mais parce que je sais qu'il sortira pas en 2026. Il y a déjà des trucs que tu peux voir sur les Instagram, etc. Ouais, sur tu vois que c'est des agents. Oui, qu'il y a plein de binômes. Qui sont sur des drôles de coups, un peu paranormal, etc. Donc c'est vraiment chouette. C'est un univers très ambitieux, très riche, qui sont en train de bosser là depuis un petit moment maintenant. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que Viviane, elle a beaucoup de doutes sur ce qu'elle fait, sur son travail. Elle n'est pas à l'aise comme tu pourrais l'imaginer en voyant ses illustrations. Elle a quand même pas mal de doutes. Alors que moi, je trouve que c'est... Je veux dire, qu'est-ce que je peux dire? Ces dessins, quoi, c'est trop bien, quoi. Ouais. On a très très hâte, mais j'imagine qu'on en reparlera. J'espère en tout cas qu'on en reparlera plus en détail. Oui, on en reparlera, puis tu les inviteras, j'imagine. De toute façon, là, je trouve que c'est un peu prématuré parce qu'on n'a pas de date de sortie, puis c'est pas 2026. Donc. Non, c'est ça, c'est que c'est pas 2026, donc c'est beaucoup trop loin, mais c'est juste histoire de se projeter un peu et juste de prévenir les gens s'ils n'ont pas vu l'affiche qu'elle nous a faite, allez voir aussi son Instagram, son Instagram, c'est Viviane Dulac. Voilà, vous allez voir tout ce qu'elle dessine et franchement vous allez être fin prêt, quoi. Vous êtes tout aussi impatient que moi. Et c'était juste pour conclure un petit peu sur 2026. Il y aura quand même il y aura pas de corner 619 à Angoulême parce que il y aura pas de FIBD, quoi. Il y a pas de FIBD, ouais. Alors, est-ce que c'est pas le moment où on se dit qu'il faut monter un festival 619 à la place ou ailleurs et un autre temps Attends, je vais te dire déjà Angoulême en janvier, c'est déjà une horreur pour plein de gens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que là, maintenant que le festival est annulé, on aille se remmerder à Angoulême en janvier? Il n'y a pas moyen. Non, mais à la place, c'est pour ça. Ailleurs, à la place, il y a Saint-Malo, il y a Lyon BD en juin. Pourquoi pas des trucs comme ça? Parce que je veux dire que c'était là où vous aviez vraiment, c'est là où il y avait le corner. Donc c'était au FIBD. Est-ce qu'il y a un autre endroit que vous voulez réinvestir
du moins cette année. Bah, on en a pas encore discuté. De toute façon, là, on se fait une réunion le 8, tous ensemble avec Rue de Sèvres et tous les gars. Donc, il sera passé à l'heure où ce podcast est mis en ligne, je crois, mais bon, en tout cas, on va en discuter, on va voir un petit peu ce qu'il en est, etc. En plus, c'est très peu clair, hein. Je veux dire, entre la mairie d'Angoulême qui dit non, c'est mort, le festival qui dit si, on le fait, les auteurs qui... Bah là, aujourd'hui même, ils ont acté que c'était... Aujourd'hui même? Ouais. Ils ont dit que c'était mort? Ouais. D'accord. Et ils ont dit qu'ils rejetaient la faute sur les pouvoirs publics, et j'imagine que maintenant, ça va partir dans des trucs très vicieux de procès juridiques, quoi. En gros, ça va finir comme ça, je pense. Attends, c'est marrant, hein. Quand il n'y a pas d'auteur de BD, bah, il n'y a pas de festival. Non, mais. Qui aurait pu prédire? Il y avait peut-être un truc à réfléchir, en fait. Tu sais, moi, j'ai l'impression que, comme beaucoup de gens, ils se disent, bah, le festival de BD, il est là, il existe, il est tellement puissant et tout. Vous venez, c'est super. Vous venez pas, on s'en bat les couilles, restez chez vous, tu vois. Bah non, regarde, les gens viennent pas, mais il n'y a plus de festival. Bah oui, la bande dessinée, c'est con, hein, mais avant que ce soit des histoires de pognon, avant que ce soit un projet mercantile, avant que ce soit des partenariats avec les fast-food, avant que ce soit tout ça, ben c'est con, mais c'est avant tout un travail d'auteur, en fait. Tu vois, la base, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils avaient oublié, en fait. Moi, je suis juste un petit peu... Bon, après, c'est tout, c'est comme ça, hein, mais... dégoûté, pas vraiment dégoûté, mais que ça n'ait pas eu cet impact avant, tu vois. Là, tout le monde s'est réveillé, etc. Et je pense qu'il y a eu beaucoup le fait que les autrices, tu vois, se soient portées en figure de proue pour dire il y en a marre de cette connerie. Puis l'appel de Anouk Ricard, quand même. Qui a joué beaucoup. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est super. Et voilà, et il vaut mieux que ça arrive aujourd'hui que ça n'arrive pas. Ouais. Mais je me dis, ça aurait quand même pu arriver avant, en fait. Parce que la toxicité, les gens étaient plus ou moins au courant. Moi, je vais te dire, le jour où ils ont fait les blagues en disant c'est elle qui a gagné. C'était 2016. À ce moment-là, il fallait que les auteurs disent OK, puisqu'on est une blague, puisqu'on est sujet de blague sur les récompenses, etc., on vient pas, en fait. Tu vois. Bon, c'est tout, on l'a pas fait parce que tout le monde, il y a des auteurs aussi qui ont besoin d'Angoulême, hein, pour exister, pour rencontrer les professionnels, etc. Moi, il y a toujours un truc qui m'a un petit peu embêté avec Angoulême, c'est que je me disais, c'est un métier de crève la dalle, et puis on est tous là réunis autour de petits fours, tu vois, c'est pas notre univers, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde est content parce qu'à Angoulême, les gens rencontrent voient leurs collègues, leurs potes, leurs machins et tout, et puis l'espace de 2 jours, on est un peu, tu vois, sur une autre planète, à boire du champagne et manger des petits fours, des trucs comme ça, pour ceux qui le font, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, parce que c'est pas pour, c'est pas le même programme pour tout le monde non plus. Non. Bah, nous, d'ailleurs, on termine au quick tout le temps, hein, mais bon, bref. Et pas pour le partenariat. Mais tout ça pour dire que au quick ou au petit japonais, là, qui est à côté d'une des bulles, là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux? Il y a plus de festival, ils sont foutus. Ils vont fermer la chose. Bah, mais, fallait respecter les autrices et les auteurs, quoi. Ouais, mais eux, ils y sont pour rien, tu vois. Non, c'est sûr, mais c'est les retombées. Non, mais en même temps, on sait très bien qui sont les responsables de cette situation, hein. Ils ont des noms et ils ont des structures qui leur sont rattachées, quoi. Donc, et le truc, c'est que ces 2 personnes-là en question, donc Delphine Gros et Franck Bondou, pour ne pas les nommer, embarquent dans une galère tout un tas de gens qui, même dans leur structure, travaillaient certainement à faire des choses bien, et qui n'ont rien demandé, en fait. Mais ils vont rejeter la faute sur les auteurs. Ils vont dire que c'est la faute des auteurs. Non, là, non, justement, 9e Bar Plus, ils viennent de dire, à l'heure où on enregistre ce podcast, ils ont dit c'est la faute des pouvoirs publics. Vu que les avocats, en fait, de 9e Art Plus se sont exprimés pour dire, effectivement, on va pas pouvoir faire le festival, et ils ont pas eu l'outrecuidance quand même de dire c'est la faute des auteurs, parce que là, je pense que là, par contre, ils ont déjà assez creusé leur tombe, en fait, pour en rajouter, mais ils ont rejeté la faute sur les pouvoirs publics en disant, vu qu'ils nous ont pas financé, on va pas pouvoir le faire, quoi. En gros, hein, c'est moi j'avais compris que Rachida Dati, après avoir dit qu'elle supprimait 60% des trucs, elle avait dit qu'elle remettait un bifton dans la machine. En fait, c'était un bifton qui avait été supprimé parce qu'il respectait pas les règles justement de prise en charge et par rapport aux violences sexuelles. Ouais. Donc en fait, vu qu'il y avait des histoires et tout ça, ils avaient supprimé cette dotation de 200 000 euros, ce qui est quand même rien du tout, pas dans le budget total, quoi. Elle avait dit là, on va la réallouer, mais genre vraiment dans un truc genre t'as ton pneu qui vient d'être éclaté par un énorme couteau à cran d'arrêt et toi tu proposes un bout de scotch, tu vois. Enfin genre ça ne servait à rien, et de toute façon, enfin on va pas partir sur Rachida Dati là-dedans, quoi, mais bon.
Mais ça aussi, elle est bien à l'image de ce qu'elle est. Je crois que cette histoire de VSS, ça a été aussi le déclencheur pour beaucoup, je pense. Oui, ça a été les autrices. En fait, ça a été ça a sûrement été vraiment la goutte d'eau ultime, qui a fait. Je pense que c'est ça qui a fait que les autrices sont montées au créneau. Et puis ensuite, tous les dysfonctionnements, etc. C'était sous le tapis depuis tellement longtemps, mais finalement tout le monde se disait bon, allez, c'est le festival d'Angoulême, on y va. C'est surtout que la situation des auteurs aussi, c'est pas, il y a des syndicats qui existent, tout ça, mais c'est quand même aussi plein de gens qui sont pas très puissants. C'est pas un truc qui est ultra coordonné dans tout l'ensemble, tu vois, que t'as les syndicats des éditeurs qui sont aussi très puissants. Donc là, ce qui est vraiment ouf, c'est qu'avec l'appui et avec le départ des appels au boycott / girl code des autrices et des différentes organisations inter-BD, en fait, t'as eu une forme de coalition, enfin un vrai truc qui s'est fait et qui a été inédit, je crois, puisque après, les éditeurs indépendants ont suivi parce que évidemment ils allaient le faire, mais même les gros après ont été obligés de se ranger aussi là-dessus parce que ils ont bien vu que de toute façon que tous leurs autrices et auteurs n'allaient pas venir, donc ils avaient plus trop le choix et c'est l'exploit peut-être dont on retiendra. Puis tu peux pas parler de respect des auteurs en disant votre avis on s'en bat les couilles, on y va quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Non mais bien sûr. Non mais non, nous je sais que on devait avoir une exposition de Mathieu Ablé. Oui, tout à fait. C'est un gros truc, hein. Ouais. C'est une vraie reconnaissance, etc. Mais basta, quoi. Tu vois, Mathieu très vite il a dit moi ça m'intéresse plus. Non, clairement. Tu vois, jusqu'à présent c'était on se disait bon, ça, tu vois, c'est Angoulême, ça reste le festival d'Angoulême. Allez, on y va, c'est une reconnaissance, ça booste aussi des carrières, etc. Hein, tu vois, ça booste des ventes et tout. Maintenant, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça montre que si tu respectes pas la base, il y a rien en fait, il se passe rien. Tu sais, c'est comme une entreprise, quelle qu'elle soit, même une énorme genre Apple ou même tu vois. J'en sais un Tesla ou quoi, demain les ouvriers ils se mettent en grève, tout le monde dit on arrête de bosser, t'as beau être Tesla, une marque gigantesque, c'est fini, enfin je veux dire ton truc tout se met à l'arrêt, tu vois. Là en fait c'est ça, en fait la base, on en revient à la base. Ils ont beau faire des partenariats avec Quick, avec machin, avec Raja, avec je sais plus quoi, mais s'il y a pas les auteurs, il y a rien en fait. Et là le message est passé, j'espère. Je crois qu'ils en doutaient, hein, pendant longtemps ils devaient se dire non mais tout le monde fermera sa gueule. N'osera pas. En fait, c'est sûr qu'ils ont eu une forme de vouloir un peu. On est trop gros. On est trop gros, et puis ils ont quand même dit on va faire l'appel d'offres. Donc techniquement, il y a aussi une réalité pragmatique, c'était que techniquement les autrices et auteurs, tant qu'il n'y avait pas le résultat de l'appel d'offres, pouvaient toujours espérer un minimum de bonne foi de la part de l'association du FBD. Il y aurait toujours eu de la suspicion, je pense. Ouais, mais imagine que au sortir de l'appel d'offres, ils auraient dit en fait les trois c'est la Cité de la BD, c'est ceux qui garnissent des festivals en Italie, et c'est Ouest France par exemple, le groupe Sud-Ouest là. Il y aurait pas eu 9e art plus, tu vois. Là, les gens, ils se seraient dit, ok, ils ont compris le message, parce que le message de départ, c'était quand même, on ne veut plus faire de festival sous la direction de Franck Bondou et de 9e art plus. Et c'est pour ça que tant que les résultats étaient pas communiqués, en fait, ils avaient beau dire déjà, ça nous saoule, on veut pas venir. T'as plein de gens qui se disaient, peut-être que, en fait, le projet d'appel d'offres, il est legit vraiment, et ce sera plus 9e art plus après. Et le truc, c'est que Delphine Roux s'est dit non, vas-y, je vais forcer, quoi. je vais tenter un 49.3 de l'appel d'offres et voir si ça passe. Manque de bol, c'est pas passé, quoi. C'est pas passé. Et manque de bol, bien fait en fait. Ouais. Non, il y avait vraiment, mais comme je te dis, moi, il y a toujours un truc qui m'a embêté. Moi, tu sais, pour moi, le festival de la BD, ça devrait être des food trucks, ça devrait être des gens, tu sais. Ça devrait pas être ce que c'est devenu, en fait. C'est-à-dire, là, t'as tous les politiques qui viennent, comme je te dis, avec les petits fours, les machins, les cérémonies. Elles sont chiantes, on s'emmerde là-dedans. Ah, c'est pas les First Print Awards, hein, c'est sûr. Mais non, mais tu vois, c'est ça que ça devrait être la BD. C'est de la BD, tu vois. Puis en plus, bref, toujours est-il que voilà, il n'y a pas Angoulême cette année. Je suis pas sûr qu'il y aura l'année prochaine, hein. Enfin, ça peut tuer le festival, ça. Ou le faire runner. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas, tel qu'on le connaissait, il est mort.
Et il a, par contre, toutes les cartes sont sur table pour que ça puisse renaître dans une forme qui soit plus agréable pour tout le monde. Et c'est ce que j'appelle, et c'est ce que je souhaite. Parce il y a d'autres festivals, il y a Saint-Malo, il y a Lyon, il y a, tu vois, en juin, c'est un peu plus agréable enfin, tu vois, il y Après, avait... non, mais je veux dire, le festival d'Angoulême pourrait très bien renaître, et c'était dans la liste des revendications d'ailleurs d'un des syndicats, ou de l'intersyndical même, c'était de le déplacer soit à l'automne, soit au printemps, justement pour que ce soit pas en janvier, et que ce soit déjà plus agréable de ce point de vue-là, et même, il y avait même un prétexte plus écolo, puisque forcément, de chauffer des bulles comme ça à 30 degrés parce qu'il fait moins moins de dehors, bah effectivement c'est dans le monde dans lequel on vit, bah tu peux essayer de faire un effort en décalant un peu plus tard. Et il y avait une édition c'était en mars, je crois, en mars 2021, qui était beaucoup plus agréable, qui était plus agréable, donc voilà, post-Covid, voilà, donc voilà, il y a ce genre de revendications qui sont écrite noir sur blanc par l'intersyndicale BD. Donc là-dessus, je veux dire, quand je dis le festival pourrait renaître, il pourrait renaître en prenant une forme différente et donc une temporalité également différente. Après ça bon, c'est plus notre ressort, hein. Là ça c'est la nouvelle structure, donc avec la DBDA qui va devoir se mettre en place et qui va devoir faire ça, mais normalement avec justement des places plus importantes à louer aux autrices, aux auteurs, à leurs représentants. Donc c'est pour ça, moi je croise les doigts pour que de ce qui s'est passé cette année, quelque chose de meilleur puisse en ressortir. Tu remplaces pas un festival comme ça au pied levé, entre guillemets. Non, mais ça va prendre du temps. De toute façon, ça va prendre du temps. Hein. Bah 1 an, 2 ans, là, c'est le temps qu'ils ont de toute façon pour le faire, quoi. Mais bon, ça, comme dit, ça dépasse le label, ça dépasse tout le milieu, ça nous dépasse tous, hein, quelque part. C'est la suite logique de tout ça, hein, de tout. Bah en fait. Oui, non, ça c'est pas arrivé par hasard non plus, quoi. Mais là, après, si je t'en parlais, c'était aussi pour voir juste si vous avez déjà réfléchi, mais tu disais que vous le ferez donc dans une réunion prochainement, donc à voir si vous investissez à un autre endroit pour mettre le label, le corner. Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas discuté. Bon, voilà. Moi, pour tout dire, Angoulême, ça fait des années que. On sait que si tu étais juste retourné les 2 dernières années parce qu'il y avait un corner pour vous, quoi. Parce qu'il y avait un corner et que je suis fondateur et directeur de collection. Moi cette année c'est pareil, à Rue de Sèvres j'aurais dit moi vous savez ce que j'en pense d'Angoulême de toute façon. Maintenant je voulais pas les mettre dans la merde parce que eux ils ont dealé pour 3 ans de corner, tu vois, renouvelable. Ouais, d'accord. Ouais. Il y avait déjà eu 2 ans, je voulais pas vous avez dépensé une 3e année et puis on vient pas, tu vois. Donc moi j'ai dit vous me dites si j'y vais ou si j'y vais pas, même si je suis tout seul à y aller, à tenir le stand. Dites-le moi. J'y serais pas allé de gaieté de cœur, mais je l'aurais fait pour pas les foutre dans la merde, tu vois. Maintenant, merci les autrices. Le fait qu'il y ait une mobilisation comme ça et tout, ça a fait tomber le rempart là. Et puis voilà, comme ça tout le monde sait à quoi s'en tenir. Très bien. Bon, de toute façon, j'espère qu'on se reverra quand même. Que ce soit à Angoulême ou ailleurs, que ce soit ici à Paris ou à Lille ou n'importe où. Et de toute façon, on sera amené à se revoir incessamment sous peu pour reparler des projets à venir. Oui. Au label 619. Mais en attendant, je vais te laisser tranquille après t'avoir fait parler pendant 1h30. Merci en tout cas toujours à toi d'accepter de prendre ce temps pour qu'on se fasse ces petits points annuels entre d'autres épisodes. Les petites inexactitudes, etc. Vous êtes habitués maintenant, donc. Mais oui, les gens te connaissent. Vous savez, hein, les dates, les chiffres, c'est pas mon fort, mais. Voilà, lui il raconte des histoires. Voilà. C'est ça. C'est pas un bon calendrier, mais c'est un bon compteur. Ce qui est déjà une bonne chose. En tout cas, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître l'émission, mais aussi le travail des personnes qui y passent. Vous savez, on aime beaucoup le label 119 sur First Print, et donc n'hésitez pas à continuer de faire découvrir ces travaux. J'espère que vous avez bien noté un petit peu toutes les petites informations sur le programme qui arrive. Bien entendu, on en reparlera plus en détail. Moi-même, j'en parlerai à l'écrit sur comicsblog.fr, mais je serai bien aussi obligé de faire des entrées sur le site du label quand il y aura toutes les bonnes informations à faire figurer dessus. Et puis vous vous doutez bien que l'ensemble des personnes qui vont être publiées cette année passeront sur First Print tôt ou tard. Donc ça va faire plein de podcasts très très cool pour 2026. Moi je suis impatient. Et en attendant, vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee si vous avez un petit peu des sous pour qu'on continue de faire des podcasts souvent et sur le long terme. Merci Ron, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Salut.